Vous avez vu en librairie ce coffret Superman Spider-Man et vous vous demandez ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur et ce qu'il contient. Eh ben, on va en faire le tour ensemble. Sachez que donc c'est tout simplement, et comme son nom l'indique, une rencontre entre deux figures iconiques des super-héros, Superman et Spider-Man, de deux maisons d'édition concurrentes, DC Comics et Marvel Comics. Et ça faisait bien 40 ans que ces deux-là ne s'étaient pas rencontrés. D'ailleurs, je propose sur la chaîne une autre vidéo. Si ça se trouve, elle sera publiée après. Enfin, je sais, j'ai pas encore décidé dans quel ordre j'allais les publier, mais il y a déjà une vidéo sur leur première rencontre, publiée cette fois-ci dans un très grand format chez DC Comics. On va parcourir ce coffret. C'est très à la mode, hein, les coffrets chez Urban, hein, ils en sortent pour pas mal de choses en ce moment. Et on va voir ce qu'on va trouver à l'intérieur, puisque ce coffret contient évidemment un album de BD, mais pas que ça. Alors regardons ça ensemble. Hop, vous avez... Alors évidemment, il ne veut pas sortir. C'est malin. Vous avez à l'intérieur donc un poster. Urban en ce moment aime bien les posters. Regardez, alors il est énormissime. Voilà. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un poster une seule face. Alors, hop là, voilà. Si vous êtes du genre à mettre sur le mur de votre chambre des posters, et ben là vous allez être servi. C'est du Jorge Jiménez, hein, donc aucune surprise, c'est le dessinateur de l'album. Et à l'intérieur, vous avez comme ça dans un petit fourreau qui sert à avoir le titre en façade. Vous avez à l'intérieur, bon alors moi je l'avais remis dedans, mais ce qui se trouve en quatrième de couve, du carton, extrêmement important. Et puis donc le tome 1 de Superman Spider-Man, toujours avec une couverture de Jorge Jiménez. Voilà. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que ce Superman Spider-Man? Parce que comme vous allez très vite pouvoir vous en rendre compte, il n'y a pas que du Superman Spider-Man à l'intérieur. Il y a encore d'autres petites surprises que l'on va voir ensemble. A tout de suite. Allez, c'est parti. On va feuilleter donc ce Superman Spider-Man numéro 1. Je ne sais plus si je l'ai précisé tout à l'heure. Il s'agit d'un numéro 1. C'est-à-dire qu'il va y avoir une deuxième partie qui sera intitulée Spider-Man Superman. Ils ont pivoté les titres. Alors on est exactement sur le standard de qualité habituel que l'on trouve dans les coffrets de chez Urban. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez un peu de place dans le coffret, parce que vous allez pouvoir y glisser le numéro 2 si vous décidez de l'acheter. Il sort dans quelques semaines. J'ai pas la date en tête. Alors, bon, donc comme je disais, hein, qualité de façonnage habituelle, bon, le mariage des deux logos. Ça rappelle beaucoup en gros, c'est à peu près le même standard que ce que l'on avait sur Batman Deadpool. Et c'est la même logique quelque part éditoriale que Deadpool Batman. Allez, c'est parti, on y va, on feuillette ça ensemble. On va décortiquer ce Superman Spider-Man, un grand moment éditorial, hein, surtout, plutôt qu'un moment artistique, comme on va le voir. Mais qui recèle quand même quelques petites bonnes surprises, quelques petits trucs chouettes. Maintenant, bon, vous allez voir, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. C'est vrai que le projet est totalement phagocyté par la partie éditoriale et que c'est pas facile d'exister artistiquement parlant dans un tel projet. Puisqu'il s'agit de convenir à la fois à Marvel et à DC, aux fans de Superman et Spider-Man. À partir du moment où on accepte les règles de ce jeu, ma foi, ça se passe plutôt bien, mais ça reste un produit extrêmement commercial, comme on va pouvoir le voir. Alors, on démarre par l'épisode tant attendu, hein, qui est donc, je sais jamais dans quel ordre le dire, Superman Spider-Man, avec Vérité, Justice et Grande Responsabilité, signé Mark Waid et Jorge Jiménez. Petite illustration de Frank Whiteley sur cette partie gauche. J'aime beaucoup le dessin. J'aime bien la manière un peu originale dont il dessine son Spider-Man. Il a une façon notamment de dessiner le masque et le visage qui ne paraît à nul autre. Allez, on se souvient que le Superman Spider-Man des années 70-80, dont j'avais déjà parlé en vidéo, vous la trouverez sur la chaîne, qui a été réédité chez Urban en grand format, opposait Superman Spider-Man à Lex Luthor. Et donc là, on va avoir une autre confrontation. On va avoir le Docteur Octopus, donc, qui se plaint en fait de ne pas être suffisamment reconnu. Même l'IA, quand il interroge un peu à la manière de la méchante dans La Belle au Bois dormant, qui lui dit « Mais miroir, miroir, suis-je la plus belle ?» C'est un peu ça. C'est-à-dire que le Docteur Octopus lui dit « IA, suis-je le scientifique
suis-je l'expert mondial en cyberrobotique le plus reconnu, le plus considéré aux yeux du grand public. Et là, boum, l'IA lui répond non, c'est le docteur William Magnus. Alors pour ceux qui ne savent pas, le docteur William Magnus, c'est le scientifique à l'origine des Metal Men. Ensuite, il lui repose la question en matière de radiation. Et là, bah non, c'est le docteur Bruce Banner. Bon, le pauvre docteur Octopus, il en a plein le dos. Voilà, il en a marre de ne pas être, que son talent ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est là qu'il est, comment dire, ces atermoiements sont interrompus par Brainiac, qui va lui proposer évidemment un plan absolument démoniaque. Mais on quitte le QG des vilains pour nous rendre tout simplement auprès de Peter Parker et de Clark Kent, qui se retrouvent. Alors c'est un moment un peu sympa dans la discussion parce que ces deux-là ne se croisent quand même pas souvent depuis le début de l'histoire des comics. Alors ils se rendent tous les deux au laboratoire Star parce qu'il y a eu un vol de kryptonite au laboratoire. Et donc, bah, évidemment, ça éveille les soupçons de Clark Kent et de Peter Parker. Et donc, il faut remettre la main sur cette kryptonite. Et ils comprennent très vite que, grâce aux éléments qu'ils ont retrouvés dans le laboratoire, qu'il s'agit du Docteur Octopus. Et puis, on a donc cette scène assez sympa où tous les deux se transforment, enfin, enfilent leur costume, ou plutôt enlèvent leur tenue de civil pour basculer en super-héros. J'aime bien ce petit moment un peu cool, parce qu'on sent qu'il y a une entente entre les deux, que c'est des personnages qui se connaissent, et c'est plutôt sympathique, je trouve. J'aime bien ce côté, parce que Superman va super vite, évidemment, donc Spider-Man est là, mais attends, donc voilà. Et ça débouche sur une splash page, qui est très connue, hein, c'est celle qui est utilisée comme argument commercial, avec cette réplique de Spider-Man, qui est « Je parie que t'es pas aussi pressé avec Batman ». Ça donne le ton de cette intrigue, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement classique, de très très stéréotypé, relevé par les dessins de Jiménez, c'est clair, mais ça n'ira pas plus loin que ce côté très chaleureux, très lumineux, mais c'est toujours bon à prendre. En fait, le Docteur Octopus est convoqué par Brainiac parce que Brainiac veut en fait transférer l'intégralité de son cerveau, de ses pensées, parce qu'il est contaminé par un virus, donc il veut en fait transférer l'intégralité de ses pensées dans le cerveau des humains de Métropolis, et donc entre guillemets utiliser les humains comme une espèce de clé USB géante pour stocker toute sa pensée, et il est aidé en ça par le Docteur Octopus, dont Brainiac a besoin comme acolyte. Donc évidemment c'est un prétexte à créer cette confrontation, et puis ça va être un prétexte aussi à créer en fait un double team-up, mais avec une modification, une inversion des rencontres. C'est-à-dire que Superman ne va pas affronter Brainiac et Spider-Man ne va pas affronter le Docteur Octopus. Chaque super-héros va prendre en fait en quelque sorte le super-vilain auquel il n'est pas habitué. Donc on retrouve nos deux héros, et c'est là que je trouve que le parti pris de Mark Waid est assez intéressant, parce que dans le Superman Spider-Man des années 70, Spider-Man souffrait quand même d'un petit problème, c'est-à-dire qu'il était clairement un peu... il était clairement moins puissant que Superman, et donc il avait fallu trouver une astuce pour remettre les deux personnages au même niveau. Là, c'est une autre astuce qui est trouvée par Mark Waid, c'est que Superman est affaibli par l'afflux de kryptonite qui est diffusé sur Metropolis. Et c'est ce qui est plutôt... je trouve que l'astuce est plutôt bien vue, tout en faisant un clin d'œil quelque part à la mécanique du premier crossover. Les voilà donc tous les deux en quête du Docteur Octopus. Ils se rendent compte que des données commencent à être transférées du relais satellite de Brainiac, mais ça on ne le sait pas, jusqu'au cerveau des humains. J'aime bien ce passage où vous avez quelqu'un au Daily Bugle qui est en train de taper un article, et en fait, même pendant qu'il est en train de taper son article, progressivement son texte se transforme en 0 et 1. Oui, alors c'est totalement stéréotypé, on est bien d'accord, je l'ai dit, mais ça fonctionne plutôt bien. Et là commence donc le côté team-up, le côté coopération des deux personnages. À un moment donné, Superman doit aller sauver des gens qui sont dans un immeuble incendié, et donc il lui demande en fait de l'enrubanner de toile pour lui permettre de survivre aux flammes, même si sincèrement je m'interroge, c'est-à-dire que Superman a-t-il réellement besoin que Spider-Man l'enrobe de toile? Est-ce qu'il ne pouvait pas utiliser son souffle, son souffle glacé pour éteindre les flammes?
Bon, bref, alors il l'utilise un peu après, mais on se dit, mais pourquoi en fait il fait ça? C'est un peu... Bon, voilà. Mais ça vient aussi probablement du problème entre les deux persos, hein. C'est-à-dire qu'il y a clairement une différence de niveau de pouvoir. Bon, peu importe, ils finissent par repérer le satellite de Brainiac, ils arrivent à l'intérieur, et on sent donc qu'il va y avoir duel. Alors là, ici, le duel il est relevé parce que le Docteur Octopus possède maintenant des tentacules kryptonites. Et puis, ben, de l'autre côté, vous avez Spider-Man contre Brainiac. Alors, j'aime bien la manière dont ça va se passer, parce que la confrontation avec le Docteur Octopus, elle est sympa. Parce que Superman ne va pas utiliser sa force sur le Docteur Octopus, il va utiliser son intelligence, ou plutôt la faiblesse de son adversaire. C'est-à-dire que, rappelez-vous, hein, le Docteur Octopus cherche de la reconnaissance, et Superman va faire une allusion en fait au génie du Docteur Octopus, au fait qu'il lui dit hein, carrément qu'il aurait pu être le nouveau Einstein, et du coup, ben, le Docteur Octopus est touché quelque part de cette marque de reconnaissance, et c'est ce qui va causer la perte en fait d'Octopus. Spider-Man de son côté affronte Brainiac, qui est un véritable ordinateur vivant. On pense que Spider-Man n'a aucune chance parce que Brainiac lui explique qu'il peut anticiper chacun de ses gestes. Sauf que c'est évidemment le côté, le grain de folie de Spider-Man qui va lui permettre de s'en sortir et d'être totalement, on va dire, imprévisible aux yeux de ce cerveau incroyable qu'est Brainiac. Le vaisseau satellite va donc s'écraser sur Metropolis, mais fort heureusement, nos deux compères sont là. Ils vont mettre en commun leurs forces et leur intelligence pour empêcher que le crash de ce satellite ne détruise totalement Metropolis et ses habitants. Et ouf, tout le monde est sauvé. Voilà. Donc on l'a vu, ça reste, vous voyez, hein, ça reste quelque chose d'extrêmement simple, quoi. Donc, mais ça fait partie du jeu. Hein, on s'attendait pas à une histoire hyper compliquée, et puis surtout c'est une histoire qui de toute manière ne doit pas laisser de traces. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de quelque chose de résiduel, puisque jamais ils n'en parleront dans leur série régulière. Donc il y a vraiment un caractère exceptionnel et très cloisonné de cette histoire, mais je trouve que ça passe très bien. Et il y a un équilibre entre les moments de gloire, hein, vous voyez, entre Spider-Man, évidemment ça nous rappelle un épisode particulier de Spider-Man. Ici, on a Superman dans une position où on voit bien qu'il maîtrise beaucoup plus parce qu'il est beaucoup plus fort, mais encore une fois, ça nous rappelle aussi d'autres épisodes de Superman. Donc c'est plutôt bien vu. Et puis ça se termine par un clin d'œil de Superman, parce que Clark Kent demande à Peter Parker, mais en fait, mais pourquoi tu continues à bosser pour le quotidien alors que J. Jonah Jameson n'arrête pas de te chier dessus? Et Peter Parker lui fait sa petite réponse. Bon, voilà, agréable, mais sans plus. On passe maintenant aux petites historiettes, hein, parce que vous voyez qu'ils prennent une place non négligeable hein, dans l'album, parce que finalement le crossover Superman Spider-Man, ça tient ça, et puis vous avez encore tout ça à lire. Là, on est donc sur une succession de petites histoires autour dans l'univers de Spider-Man et de Superman. On va en fait matcher des différents concepts ou différents éléments. Alors parfois, il y a plusieurs cas de figure. Vous allez avoir des cas où l'idée est intéressante et la réalisation est moyenne. Vous allez avoir parfois des choses un peu étranges, des concepts un peu étranges, comme on va le voir, Jimmy Olsen contre Carnage. Dès le départ, on se dit, mais c'est bizarre comme idée. Voilà, ça manque pas d'originalité, c'est une des qualités de ces petites histoires. Le gros défaut, c'est que la qualité en soi des histoires est quand même très très variable, et puis surtout, ça reste des histoires tellement courtes qu'ils n'ont pas le temps de développer leur concept. Et parfois même, c'est même trop long pour ce que c'est, comme là par exemple, avec le World's Finest, Lois Lane, Mary Jane, où donc les deux grandes absentes finalement de l'histoire principale se retrouvent. Alors c'est intéressant, toute l'histoire, tout ce qu'écrit ici Tom King consiste à comparer Lois Lane et Mary Jane et leur faire dire qu'elles ont beaucoup en commun, à la fois elles personnellement, mais aussi avec leurs compagnons. Donc c'est plutôt bien vu, j'aime bien cette comparaison et cette mise en relation. En plus, leur dialogue est plutôt sympathique, même si en fait la plupart des discussions tournent autour finalement des super-héros et pas d'elles-mêmes, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Évidemment, il va y avoir des allusions au niveau de... Il y a 2-3 allusions de Mary Jane que je trouve très très senties, notamment une où elle dit... ici, c'est assez amusant. D'accord, j'ai dit un truc cool quand j'avais 19 ans. Est-ce que ça résume ma personnalité dans tout le multivers? Elle fait allusion
Et chérie, t'as tiré le gros lot. Le Hey Tiger, You Hit the Jackpot, et ben, je trouve ça assez amusant. Et il y a une autre référence aussi assez amusante où elle explique que Peter Parker n'aime pas trop les ponts parce que ça lui rappelle de mauvais souvenirs. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, c'est dessiné par Jim Lee. Et je sais pas pourquoi. Alors, il s'agit d'un épisode de Superman Spider-Man dans lequel on croise Lois Lane et Mary Jane. Il y a suffisamment à dire. Eh ben non, ils vont nous introduire les Sentinelles. Je vois pas du tout le lien entre les Sentinelles et le monde mutant avec Lois Lane et Mary Jane. Et comme si ça suffisait pas, elles passent leur temps à parler de leurs compagnons. Et en plus, il y a le beau gosse de service, Rémi Lebeau, qui déboule comme un cheveu sur la soupe. Hein. Mais vraiment, c'est-à-dire que je vois absolument pas l'intérêt du truc. Voilà. Hormis de peut-être faire un peu jaser Clark Kent et Peter Parker en mode « Ah, il y a un beau gosse qui nous a aidés ». C'est les dessins de Jim Lee. Alors bon, là on comprend peut-être... C'est peut-être parce que c'est Jim Lee, et donc la ref aux X-Men il a peut-être paru à Tom King indispensable d'aller caser les X-Men vu le passif de Jim Lee chez Marvel. Mais enfin vraiment, il fallait pas qu'il se sente obligé, hein, parce que oh là là, ça n'a pas d'intérêt en fait. Et puis, bon, je me répète, je vais passer pour un sale con parce que Jim Lee est pas en forme en termes de santé, mais son dessin, il évolue plus, quoi. Il évolue plus, voire même il régresse. Moi, il y a 20 ans, ça me faisait rêver, Jim Lee. Là, maintenant, je parcours ça en mode, ouais, bon, ok. J'ai l'impression de voir un dessinateur d'il y a 20 ans, quoi. Son style n'a plus évolué. Donc c'est un peu dommage, parce qu'il y avait Tom King, il y a certains passages qu'il écrit de discussion entre les deux, là, entre Mary Jane et Lois Lane, qui sont inspirés et qui mériteraient d'être développés un petit peu plus. Bon, c'était pas trop mal. On va passer à Page de Christopher Priest et Daniel Sampere. Alors Daniel Sampere, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Là, c'est la confrontation entre le Spider-Man noir et le Superboy Prime. Très franchement, ça n'a aucun intérêt. À part pour les dessins de Sampere. Ça n'a aucun intérêt parce que il y a, pourquoi pas une idée, mais vous voyez, ça tient sur 2, 4, 6 pages. En 6 pages, Priest, il ne peut pas faire de... Je les ai mal comptés. 1, 2, 3, 4, 8 pages. En 8 pages, il ne peut pas faire de miracle, donc c'est nul. En fait, ça n'a absolument aucun intérêt. Tellement c'est rushé, quoi. Spider-Man Beyond. Alors, Sean Murphy au scénario, au dessin. Là aussi, on pouvait se dire, ah, très chouette tête d'affiche. J'étais curieux de voir Sean Murphy sur un titre tel que celui-là. Donc, c'est Superboy contre Spider-Man 2099. Ok. Graphiquement, ça pouvait envoyer du bois avec Sean Murphy. Mais c'est le même problème, c'est que c'est rushé. Et puis on est tellement dans la ref et dans le clin d'œil permanent que bon. Alors il y a le Batman Beyond qui vient s'incruster en plus dans l'histoire. Stop. Arrêtez, quoi. Arrêtez. Ah, on arrive au Jimmy Con Carnage. Déjà, on a compris que on n'était plus du tout dans le sérieux. Alors c'est Matt Fraction qui arrive là-dessus, avec Steve Lieber au dessin. C'est J. Jonah Jameson qui râle parce qu'il veut des photos de Spider-Man. Vous avez Jimmy Olsen qui se trouve là. Il y a un prétexte pour expliquer pourquoi il se trouve dans ce coin-là. Et donc, il lui faut à tout prix des photos de Spider-Man. Et pendant qu'il est en train d'essayer d'accomplir donc sa mission, il y a Carnage qui lui tombe dessus. Mais je vous rassure, il n'y aura pas de combat Jimmy Olsen Carnage. C'est juste une apparition de Carnage pour faire zizir. Voilà. Bon, autant dire que bof, quoi. Hein, bon. Petit clin d'œil à la couverture du premier Superman Spider-Man. C'est une parodie, une parodie. Non, c'est pas une parodie, c'est un hommage, ouais, voilà, un hommage de... Non, c'est même pas Rafa Sandoval, je dis une connerie. Ah, c'est même pas marqué. Ah si, c'est Rafa Sandoval et Ulysses Areola. Voilà. L'épisode suivant, c'est Lemire, c'est Jeff Lemire, avec donc Rafa Sandoval. Et là, il se passe... Rafa Sandoval, c'est lui qui a dessiné les premiers épisodes d'Absolute Superman. Là, voilà une bonne idée. Là, il y a une idée intéressante. Alors, le principe est simple, c'est, on ne le savait pas, mais John Kent et Ben Parker se sont déjà croisés par le passé, de manière très simple et très légère, mais ils se sont rencontrés. Et ben, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal, c'est-à-dire qu'en voix off, vous avez Spider-Man et Superman qui parlent, et dans l'histoire, nous assistons à la rencontre donc entre Jonathan Kent et Ben Parker.
Ces deux figures paternelles de nos deux super-héros ont quelque chose à dire, et nos deux super-héros ont quelque chose à dire sur leurs figures paternelles respectives. Et c'est plutôt touchant et bien fait. Et c'est comme quoi Jeff Lemire, il a 5 pages, et ben il fait un truc qui est pas mal du tout. Qui est pas mal du tout, alors qui est très attendu. Hein, on imagine bien qu'on va jouer sur les liens entre, les valeurs que prônaient ces deux figures paternelles. On est sur une histoire en fait de sauvetage suite à une inondation. Donc Ben Parker et Jonathan Kent vont allier leurs forces pour sauver des enfants. Mais c'est plutôt bien vu. Et je disais qu'il a 5 pages, en fait il en a 4 parce qu'il y en a une qui est bouffée par une splash page. Mais voilà, c'est bien fait. Voilà, c'est du beau boulot. Ce qui ne sera pas forcément le cas. Alors, ouais, ici, voilà. Ici, il y a une bonne idée. Vous allez voir, elle est bizarre, elle est bizarrement traitée. C'est Greg Rucka et Nicolas Scott. Bon, c'est un duo de scénaristes et dessinateurs qui ont l'habitude. Une couve de Jim Lee, horrible. L'idée, c'est que sur un plateau de télé, pour un show télévisé, vous avez J. Jonah Jameson et Lois Lane qui sont en plein débat sur pourquoi J. Jonah Jameson défonce systématiquement Spider-Man. Et donc, c'est un débat qui est intéressant. C'est-à-dire que J. Jonah Jameson commence à expliquer pourquoi ça lui pose problème, quand les héros sont démasqués, c'est-à-dire quand ils n'ont pas de masque sur le visage, ça ne le dérange pas, mais par contre, quand il y en a un, ça le dérange. Et le problème, c'est que l'idée, elle n'est pas con de discuter justement de la neutralité de la presse, pourquoi il fait ça, pourquoi le fait que des super-héros démasqués ne le dérange pas, et le fait que quand il y en a un qui a un masque, ça l'ennuie. Sauf que, encore à nouveau, le problème, c'est que c'est beaucoup trop court, 5 pages, et là, pour le coup, Greg Rucka, il n'a pas la place pour développer, voire même, je trouve qu'il donne plus la part belle à J. Jonah Jameson qu'à Lois Lane, qui n'a pas vraiment l'occasion de développer des arguments. Elle est plus en réponse, mais c'est J. Jonah Jameson qui va développer. Et on termine par un épisode rigolo, donc autrement dit inutile, signé Gail Simone, qui est l'actuelle scénariste de X-Men, sur des dessins et un ancrage de Belen Ortega, ce qui ne me dit absolument rien. La rencontre assez improbable entre le Punisher et Power Girl. Alors, c'est pas facile d'être sur YouTube de temps en temps et de feuilleter des comics, hein. Et de vous expliquer comment Punisher peut rencontrer Power Girl. C'est que Power Girl, elle en a marre d'être toute seule, elle veut avoir une vie sociale, elle cherche des mecs, donc elle va sur les réseaux, sur les sites de rencontres, et elle va à un rencard. Elle se rend dans un restaurant, et à l'entrée de ce restaurant, en fait, vous avez Frank Castle, parce que dans le restaurant, vous avez des crapules que Frank Castle veut arrêter parce qu'ils vont commettre un massacre. Et elle se trouve en fait en plein milieu finalement de cette baston à venir. Et puis de toute manière, pour elle, c'est pas bien grave parce que le mec avec qui elle avait rendez-vous finalement ne lui plaît pas. Bon, voilà. Et finalement, le rendez-vous va se terminer d'abord en baston, en costume de Power Girl et en baston avec Frank Castle. Et puis finalement, en une espèce de pseudo-rencontre flirt avec Frank Castle, qui a pour seul intérêt de nous décrocher un sourire raté, même graphiquement, de Frank Castle. Bon, voilà, ça vole pas haut. On termine avec une galerie de couverture alternative. Ici, Gabriel Del Otto, que moi j'aime beaucoup. Et puis Bill Sienkiewicz, hein, voilà, ça paraît l'indétrônable Bill Sienkiewicz. Et puis une dernière couverture de Michael Janin, que je trouve assez réussi. Et on a fait le tour donc de notre Superman, Spider-Man, que je ne confonde pas. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc que dire sur cet album pour résumer, c'est pas forcément un coffret et un épisode. Bon, on va laisser de côté les petits épisodes, hein, d'accord. C'est pas pour cela que vous achetez ça. Je trouve que c'est pas vraiment adapté aux vieux lecteurs comme moi. C'est pas vraiment pour moi en fait. C'est-à-dire que je pense que ce type d'opération, de rencontres, telles qu'elles sont fabriquées là, en ce moment, je trouve que c'est probablement plus destiné à un public de débutants, de néophytes, c'est-à-dire des gens qui ont rapidement vu du Spider-Man, rapidement vu du Superman
sur grand écran et qui serait curieux de voir la rencontre entre ces deux personnages. Alors ça ne veut pas dire que, par exemple, Mark Waid ne glisse pas de temps en temps des petites références, etc. Bien entendu, il y en a pour satisfaire les vieux cons comme moi, mais je trouve que, à mon avis, c'est une porte d'entrée pour des gens qui n'ont jamais lu de comics, c'est vachement bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas les comics, mais qui aime bien les dessins animés, qui aime bien les films, vous pouvez lui offrir ce genre de truc, parce que on va aller directement à l'essentiel, il n'y a pas de suite, ça n'engage pas sur des séries, et puis on revient sur l'essence des personnages. Et ça, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est totalement accessible. C'est-à-dire qu'il y a un gros effort de fait pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'avoir des références à droite, à gauche. S'il y en a, comme je disais, pour les vieux comme moi, en tout cas, elles ne sont pas handicapantes, elles ne gênent pas à la lecture. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si vous n'aimez pas les comics, parce que la rencontre entre Superman et Spider-Man, il y en a déjà eu plein, hein. Enfin plein, peut-être pas tant que ça, mais il y en a déjà eu quelques-unes. Notamment une superbe qui a été rééditée en grand format par Urban, comme je le disais dans l'introduction, signé Jerry Conway et Ross Andru, mais c'est des dessins qui sont assez datés, qui datent des années 70. Là, ici, vous avez Jiménez, qui est un dessinateur moderne, donc c'est aussi peut-être plus intéressant, en tout cas plus attractif pour de nouveaux lecteurs qui seraient plus intéressés par un dessin un peu plus contemporain, peut-être aussi un peu plus proche des mangas. Donc pour moi, c'est vraiment le genre de bouquin qui peut intéresser vraiment des lecteurs néophytes et des complets néophytes. Juste pour une lecture curieuse de voir ce que pourrait donner une rencontre entre Spider-Man et Superman. Parce que pour les vieux comme moi, hormis le plaisir de voir ces deux icônes se rencontrer, mais on a déjà eu ce plaisir dans les années 70, le problème, c'est que ça n'aboutit à rien, en fait. C'est-à-dire que c'est juste un coup sympa, mais il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de série régulière Superman, Spider-Man. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être amusant, ça pourrait être intéressant. Et hormis comparer les deux personnages et nous montrer quels sont leurs points communs, et nous montrer les deux personnages pardon, en action, il n'y a pas grand-chose à tirer pour des vieux lecteurs. Donc vraiment, si vous avez, je sais pas, un fils, une fille, si vous avez un neveu, etc., et vous savez qu'il adore les super-héros, ça, c'est le genre de truc vachement cool à glisser, parce qu'on est sur une écriture moderne, du dessin moderne, et évidemment, ça lui fera briller les mirettes, parce que Superman, Spider-Man, ça a quand même de la gueule en termes d'affiches. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Superman, Spider-Man, édition en coffret. Je ne l'ai pas dit, mais il va y avoir forcément un numéro 2 qui viendra se glisser dans le coffret. Il y a un tout petit problème, je trouve, dans la conception de leur coffret chez Urban. Alors, ils ont fait attention, ils mettent, vous voyez, un carton. Sauf que l'un des problèmes, c'est que le centre, vous voyez, le centre, je ne sais pas si on va voir avec la lumière, je vais essayer de jouer, vous voyez, du fait que ici ça soit moins solide et que ça s'empile dans les bacs, ici ça plie légèrement et ça crée une pliure. Je chipote, mais évidemment il n'y a pas de pliure sur les côtés quand on appuie, mais dès qu'on est au centre, ça plie un petit peu et c'est un peu dommage. Par contre, l'avantage, c'est que c'est ce fourreau qui prend la pliure et le reste à l'intérieur est bien protégé. C'est quand même pas mal et c'est bien pensé. Merci Madame Urban. Sur ce, à très bientôt. Protégez-vous, protégez-vous si vous voulez. En tout cas, prenez soin de vous. Protégez-vous, buvez de l'eau parce que là, actuellement, on est en train de fondre. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, lisez des comics. N'oubliez pas, United by Comics, comme dit mon pote Doupe. Et on se dit à très bientôt. Salut, ciao.